Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode un peu spécial. Aujourd'hui, on va revenir sur le marathon. Je vais essayer de vous partager un petit peu mon ressenti à chaud et vous donner aussi quelques conseils pour des gens qui pourraient être intéressés. Alors, on commence tout de suite. Et surtout à cause de votre mauvais caractère. Oh, quel caractère! Quel caractère! Mauvais caractère, mais joli nez. Très joli nez! Première chose qui m'a vraiment étonné, c'est quand je suis allé récupérer mon numéro de dossard. Alors vous savez que les inscriptions ferment assez tôt. C'est des marathons qui sont très demandés. Je pense que c'est surtout expliqué par deux facteurs. En fait, il y a d'une part le fait qu'il y a énormément de sportifs dans la région, que ce soit à Vancouver, ou Seattle ou Whistler ou toute cette partie de la côte ouest américaine et canadienne. Les gens sont très sportifs et en plus de ça, c'est des décors qui sont magnifiques. Donc voilà, ces deux facteurs cumulés font que beaucoup de gens font le déplacement pour venir courir là et puis même sur place, il y a déjà beaucoup de demandes. Donc il faut s'inscrire assez tôt si on veut être sûr d'avoir sa place. Et je m'étais inscrit au mois de décembre dernier quand j'étais à Montréal en me disant, bon, bah voilà, j'ai 5 mois tranquilles de préparation, donc ça devrait suffire largement. Et je pense que c'était même un petit peu trop avec le recul. Là, je me dis que peut-être que 5 mois à la fin, je commençais un petit peu à en avoir marre de me préparer. Donc peut-être que 3 mois, ça aurait été parfait. Mais voilà, c'était pas mal. Et puis au moins, ça me garantissait mon dossard. Alors quand je suis allé récupérer mon dossard, donc ça c'était quelques jours en fait, c'est vraiment très au dernier moment. On reçoit un mail qui nous dit qu'on peut venir chercher son t-shirt et son numéro de dossard. Ça, c'est peut-être ouais 3 jours. C'était le vendredi. Et là, j'ai découvert donc mon numéro. Et mon numéro, c'était le 1818. Et c'est assez incroyable parce que c'est vraiment un numéro qui est très demandé en Chine, puisque la prononciation de 1818, en fait, c'est Yaofa, Yaofa. Et Yaofa en chinois, ça veut dire Yao Fa Cai La. C'est l'abréviation de Yao Fa Cai La. Yao Fa Cai La, ça veut dire tu vas devenir riche, tu vas gagner beaucoup d'argent. Donc c'est un numéro porte-bonheur qui dit bah voilà ça va t'attirer des choses positives. Donc il y a même des gens qui seraient prêts en fait à payer pour avoir ce numéro-là, ce numéro porte-bonheur. Et moi j'ai rien demandé à personne et on me donne 18-18. Donc c'était un peu une coïncidence incroyable. Et j'étais très content de ce numéro. Et puis j'ai fait cette blague au moins 10 fois le jour de la course dès que je croisais une personne que j'espérais qui allait pouvoir comprendre mon mandarin. Donc voilà, c'était une coïncidence heureuse du destin. Et puis sinon, le jour de la course, bah, je pense que je comprends mieux maintenant le succès du marathon, puisque avant ça me paraissait quelque chose d'assez lointain. Et c'est vrai qu'en fait, le mot qui revient le plus quand j'y repense, là, même pas 2 jours après la course, c'est vraiment l'espèce de palette d'émotions qu'on vit ce jour, le jour, bah déjà avant la course, mais le jour de la course, c'est particulièrement accru où en fait on passe par tellement d'émotions différentes et des émotions qui sont vraiment puissantes et intenses. Et c'est des choses qui peut-être dans la vie d'adulte, quand on attaque, quand on devient trentenaire, bah les émotions se font moins intenses, moins fortes, forcément. Il y a un peu cette lassitude, pas de nostalgie, mais forcément on ressent les choses moins intensément qu'à l'adolescence. Et là, j'ai un peu l'impression que le marathon, c'est une façon de revivre des moments vraiment très intenses où on va passer de l'angoisse à la joie, à la fierté, ouais, à l'impatience, vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions qui s'entremêlent. Et donc, c'est ça qui a été vraiment une belle découverte pour moi et qui me donne envie, en fait, de retenter l'expérience. C'est vraiment le côté, une journée qui reste un peu marquée parce qu'on vit beaucoup d'émotions différentes et c'est des émotions qui sont vraiment belles et intenses. Donc, on se sent vivant et c'est vraiment chouette. Alors, tout a commencé assez mal en fait le jour de la course puisque j'ai très mal dormi. Je pensais que j'allais réussir en fait à décaler un peu mon sommeil en dormant en dormant mal la veille. Donc je m'étais dit bon bah voilà, j'ai mal dormi l'avant-veille donc ça devrait aller parce que la veille je vais m'effondrer et puis je vais dormir au moins 6 heures. Et en fait ça n'a pas fonctionné, j'ai très mal dormi l'avant-veille et puis la veille de la course pareil, j'ai dormi peut-être 4 heures je pense, 4 heures pleines.
Donc ça allait, j'étais pas trop fatigué. Heureusement, j'avais eu une bonne semaine de repos, mais voilà, pas idéal psychologiquement. Je pense que j'ai eu un peu du mal à sortir de mon réveil et tout ça. Mais voilà, j'espère que peut-être pour le prochain, j'essaierai de faire des espèces de techniques de relaxation, de méditation avant de dormir pour vraiment essayer d'améliorer cet aspect-là parce que c'était pas fou. Et en plus de ça, j'étais en retard le jour de la course, donc heureusement, je m'étais inscrit dans les tout derniers. Donc, on choisit son groupe en fait quand on s'inscrit en ligne. Et puis, je m'étais mis, je crois, dans un groupe qui était le groupe du ce qu'ils appellent le choral rose. Donc, j'étais vraiment ceux qui partaient en tout dernier et qui visaient faire 4 heures, je crois 4h45, 5 heures. Et ça, pareil, ça a été un autre conseil que je donnerais, c'est de mieux choisir son groupe. Alors forcément, quand on l'a jamais fait, c'est un peu difficile d'anticiper, mais moi, pour le coup, je me suis retrouvé vraiment avec des gens qui couraient assez lentement. Et du coup, c'était un peu compliqué au début parce qu'il faut vraiment dépasser beaucoup, beaucoup de gens. Et il y a tellement de monde que c'est pas évident de dépasser les gens. Et puis même, c'est pas forcément agréable ni pour eux, ni pour vous. Donc, mieux choisir son groupe, ça, c'est aussi quelque chose que je retiendrai. Et en même temps, heureusement que j'avais choisi ce groupe-là parce que j'ai débarqué en fait à 8h45, alors que la course commençait à 8h30. Donc j'avais 15 heures de retard sur le premier top départ, en fait, le premier groupe qui est parti. Et moi, j'avais pas vraiment conscience de mon heure de départ, mais en fait, on est parti à 8h55. Donc finalement, j'ai eu un peu de temps pour me préparer sur la ligne de départ et tout s'est bien passé. Mais oui, quand même un bon coup de stress. D'autant plus que je pensais prendre le bus pour me rendre à la course. Et puis en fait, évidemment, ce jour-là, tout est bloqué, les routes sont bloquées et compagnie. Donc en fait, je me suis dit, bah non, mais je vais y aller en vélo. Donc je me suis tapé 10 bornes en vélo, en plus en côte, pour arriver au marathon. Donc j'étais dans un état déjà un peu stressé, en plus le retard, et puis en plus fatigué physiquement. Donc je me suis dit, non mais là, c'est la totale. Vraiment, le départ était pas optimal, mais que des choses que je pense du coup je vais corriger pour la prochaine fois. Mais sinon j'étais quand même heureux d'être sur place et puis de pas être en retard. Et puis quand le top départ est parti, bah je me suis vite mis dans ma course. Et puis ensuite, ça a été aussi chouette de pouvoir rattraper tout le monde, puisque petit à petit du coup j'étais dans un groupe où il y avait en fait il y a ce qu'on appelle des pacers qui ont des pancartes, c'est des coureurs qui portent des pancartes qui sont visibles d'assez loin, on peut les voir à 15-20 mètres. Et sur leur pancarte, il y a donc le numéro de l'heure, par exemple 4h30. C'est si on colle ce pacer pendant toute la course, ben on sait qu'on fera 4h30. Donc en fait, on n'a pas du tout besoin d'avoir une montre ou de portable. On peut vraiment se fier à ces indications et normalement, elles sont fiables. Alors je vous dis normalement parce que vous allez voir, il y a eu un petit rebondissement à la fin. Mais en théorie, c'est super utile. Enfin moi en tout cas, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, pendant toute la course, je remontais et je voyais. Alors c'est toutes les 5 minutes, donc littéralement c'est 4h50, 4h45, 4h40, 4h35, 4h30. Et puis quand j'ai passé les 4 heures, bah là, c'était évidemment une grande joie parce qu'on se dit, ah bah je suis assuré de faire moins de 4 heures si je tiens le rythme. Donc c'était un sentiment, ouais, une exaltation et puis une fierté de se dire, voilà, j'ai plus qu'à tenir bon et puis au moins j'ai atteint mon objectif. Donc c'était très chouette. Alors après, au début, c'est vrai que dans la course, il faut se mettre un peu. En fait, la première partie, les premiers 21 kilomètres, c'est un peu compliqué de se jauger, je trouve, parce on a peur de se cramer. Donc moi, j'avais tendance à être plutôt du côté safe, donc de pas courir trop vite et essayer d'être un peu, plutôt de me concentrer sur ce que je faisais, d'essayer d'être le plus lucide possible en termes de d'hydratation et d'alimentation. Donc en fait, de boire tout le temps, de manger très régulièrement. Donc il y a des stands assez, je dirais, tous les 2-3 kilomètres où on peut boire. Il y a des boissons en fait déjà préparées dans des gobelets cartonnés. Donc ils mettent un peu d'eau avec des électrolytes. Donc ça c'est parfait parce on a juste à se saisir du gobelet et puis à s'envoyer ça. Donc je me prenais chaque fois deux petits gobelets d'électrolytes à chaque stand. Littéralement, j'en ai pas raté un seul. Et ensuite deux gobelets d'eau que je me versais sur la nuque. Ça je l'ai pas fait au début parce qu'il faisait pas encore trop chaud, mais ensuite je l'ai fait à quasiment tous. Donc j'ai dû le faire au moins une bonne dizaine de fois, je pense, pendant la course. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Du coup, on n'a pas besoin de s'occuper de rapporter de quoi que ce soit au niveau de l'hydratation. C'est complètement
complètement prévu. Alors par contre, niveau alimentation, il n'y a rien. Donc il y a vraiment rien qui est prévu, à moins d'acheter des packages VIP ou des choses comme ça. Mais moi, j'avais pas ça, j'avais vraiment le truc standard. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment anticiper et avoir des choses sur soi. Et là, j'avais rapporté, j'avais 4 barres. Alors je me suis fait 2 bananes avant de partir. Je me suis fait un plat de pâtes et 2 bananes avant de partir. Et puis, j'avais 4 barres chocolatées sur moi qui sont chocolat noir salé. Donc ça, je trouve que c'est optimal parce que si c'est trop sucré, on s'en lasse vite. Et le salé, c'est un peu pareil. Donc là, salé, sucré, le mélange des deux, je trouve qu'on se lasse moins vite. Alors on se lasse quand même, hein, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Mais je trouve que ça, voilà, ça vit mieux sur la durée. Donc ça, j'en avais 4 sur moi quand je suis parti. Et j'en ai mangé en gros une tous les peut-être 10 kilomètres. Tous les 7-8 kilomètres. Et ensuite, j'ai retrouvé ma coloc à la moitié. Donc Tess qui est très gentiment venue et qui m'a apporté une autre réserve de 4 barres. Donc en fait, en tout, sur les 42 kilomètres, je me suis fait 8 barres chocolatées. Donc environ une tous les 5 kilomètres. Donc voilà, je savais qu'il fallait que je mange beaucoup et que je boive beaucoup. Donc ça m'a beaucoup aidé. En fait, là, avoir conscience de l'aspect vraiment de manger même quand on n'a pas faim, de boire même quand on n'a pas faim, ça m'a beaucoup aidé à pas trop ressentir de douleur physique. Alors pour le parcours, on commence au niveau du parc Queen Elizabeth, qui est en fait vraiment un énorme parc au milieu de Vancouver, où il y a beaucoup d'activités sportives qui sont autour. Donc il y a une piscine, il y a plein de terrains, des choses comme ça. Donc en fait j'y vais assez rarement. Mais donc on commence là-bas et on commence tout de suite à monter une rue qui s'appelle la rue Cambie jusqu'à la 49e. Donc en fait à Vancouver, pour ceux qui ne connaissent pas cette ville, vous avez des rues parallèles à la mer qui commencent donc à la rue numéro 1 et ensuite qui vont jusqu'à la rue au moins je crois 55 voire même 60. En fait 60 on est au niveau de l'aéroport de Richmond et quand vous êtes donc sur la première, bah, vous êtes littéralement juste à côté de la plage, de la mer. Donc voilà, là on est au niveau de la 49e, donc on n'est pas très très loin de l'aéroport, pas très loin de Richmond. Et donc on a dû traverser en fait sur toute la longueur la ville pour arriver vraiment jusqu'à la partie la plus à l'ouest de Vancouver. Donc là vraiment on est pleine côte pacifique. Et là on fait tout le tour de cette côte-là, donc autour de la grande université qui s'appelle UBC, l'université de British Columbia. On fait tout le tour de cet énorme campus et ensuite on revient. Donc en fait, on passe jamais au même endroit, mais on relonge la ville en parallèle. Cette fois-ci, au lieu d'être au niveau de la 49e, on est au niveau de la 4e. Et donc là, on revient sur le quartier d'abord Point Grey, ensuite Kitsilano. On traverse le Burrard Bridge. On arrive dans le downtown de Vancouver et là, on passe tout autour du Stanley Park qui est aussi le poumon vraiment central du downtown. Et quand on a fini de faire le tour de ce parc-là, on arrive pour un peu l'arrivée, la ligne d'arrivée finale, qui est downtown. Donc là, c'est vraiment génial parce qu'on passe d'un littoral vraiment où on est contre la montagne et sur un sentier assez étroit à être au milieu des gratte-ciels avec des dizaines de milliers de personnes qui vous acclament. Donc on a vraiment l'impression d'être dans un film pour l'arrivée. C'était incroyable, la sensation de vraiment de courir où on a toute cette fatigue physique, mais on a cette espèce de bruit énorme, alors qu'on vient de quitter en fait un moment très tranquille avec beaucoup de nature, où littéralement il y a pas un bruit, tout le monde est très très concentré parce que c'est les derniers kilomètres, donc on est vraiment un peu à bout. Et puis là, le moment où on arrive, on se rapproche du centre-ville et puis on commence à entendre la foule qui hurle. Et puis le dernier 500 mètres où là, c'est littéralement une énorme ligne droite au milieu des gratte-ciel. Ouais, c'était un moment incroyable. Vraiment, j'avais vraiment l'impression d'être dans un film, quoi. C'était une sensation extraordinaire. Et puis la capacité, en fait, à ce moment-là, de pouvoir continuer à accélérer. Là, j'étais vraiment super content parce que c'est vraiment ce moment-là où j'aurais pas aimé être en souffrance totale. Là, le fait d'avoir un petit peu plus de jus, je me suis vraiment senti voler parce que on a ce ciel bleu, on a c'est ce décor urbain incroyable, ces gratte-ciel, et puis cette foule, vraiment, c'était des dizaines de milliers de personnes qui vous acclament, qui crient votre nom. Donc c'est incroyable. Et puis là, le fait de pouvoir accélérer, bah forcément, ils vous encouragent encore plus. Donc on se sent vraiment porté, puis on dépasse encore les derniers coureurs qui sont devant vous. Et ensuite, on franchit la ligne d'arrivée, et puis là, on voit le compteur final. Et donc c'était ouais, c'était un moment d'émotion vraiment très très beau, très intense
Puis après, dès qu'on franchit la ligne d'arrivée, on voit plein de coureurs qui sont assis en PLS, l'air complètement abattu, cassé en deux et tout ça. Et là, c'est le moment où il faut rester fort et pas s'asseoir et essayer de rester debout. Mais ouais, c'était un très beau moment. Et alors, par contre, pour le temps, donc quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'ai vu en fait 4,07. Et là, je me suis tout de suite dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je suis au-dessus des 4 heures alors que j'avais dépassé le chrono enfin le pacer des 4 heures depuis très longtemps? Et en fait, c'est parce que évidemment, le compteur que je voyais là, c'était le compteur des premiers qui étaient partis. Donc, qui étaient partis plus de 20 minutes avant moi. Donc, en fait, j'étais largement sous les 4 heures. Mais j'ai eu plusieurs fois pendant la course des petits moments de frayeur, et notamment aussi à la mi-distance, puisque vous avez un chrono de mi-distance qui est au 21 km. Et là, quand je l'ai franchi, j'ai vu 2h13. Et donc, je me suis dit, ah, mais 2h13 à la moitié, je vais faire beaucoup plus que 4 heures. Je vais faire 4h30 au minimum. Et ça m'a mis un bon coup de stress parce que je me suis dit, ah, mais il faut vraiment que j'accélère. Là, j'ai été beaucoup trop lent sur la première partie. Donc, j'ai commencé à mettre un petit coup de gouache à partir du 21e kilomètre. Et en fait, j'ai réalisé que au 21e kilomètre, j'avais pas du tout fait de 2h13. J'étais en dessous des 2 heures. Donc voilà. Moi, c'était peut-être bien d'avoir ce coup de stress à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, je me suis fait un peu berner plusieurs fois par le temps. Et pareil aussi, donc je vous disais que c'était les pacers toutes les 5 minutes. Mais en fait, moi, j'ai vu aucun pacer après 4 heures. Donc, moi, j'étais persuadé de faire 3,58, 3,59 quand je suis arrivé. Et je me disais, je vais pas me retourner évidemment, mais j'espérais que le pacer était pas trop loin, enfin, était pas trop proche de moi dans la course. Mais je pensais pas faire mieux que 3,55 parce que j'avais pas vu le pacer des 3,55. Et en fait, visiblement, j'ai un ami qui est venu me voir sur la ligne d'arrivée et qui m'a dit qu'il y a deux pacers, donc 3,55 et 3,50 qui étaient trop motivés, trop chauds et ils ont couru largement trop vite. Donc en fait, ils ont fait des temps bien meilleurs que ce qu'ils auraient dû faire. Donc en fait, c'est tout à fait normal que je les ai pas croisés parce qu'ils sont arrivés avant leur temps. Et donc moi, forcément, avec 3,46, je les ai jamais vus sur mon parcours. L'importance des gens qui vous encouragent, ça fait vraiment une différence. Et j'ai notamment un de mes colocs mon coloc espagnol Alberto, très adorable, qui m'avait laissé un petit mot un peu en surprise au réveil dans la cuisine en me souhaitant bon courage et qui est venu en fait sans me prévenir et il est venu au niveau de l'arrivée dans le downtown, donc juste après le Burrard Bridge et il était sur un vélo. Donc en fait il a pu se mettre sur une piste cyclable pendant assez longtemps, pendant peut-être au moins je dirais peut-être 10-15 minutes et il faisait du vélo à côté de moi en m'encourageant, en criant et tout. Et ça m'a vraiment donné des ailes parce que c'était vraiment sympa de le voir et puis de voir qu'il était vraiment à fond. Donc j'ai vraiment accéléré aussi après ce moment-là parce que je me suis vraiment senti porté et ça fait une énorme différence. Je pense que en entraînement, j'aurais jamais été capable de faire ce temps. C'est vraiment dans des conditions de course avec le public je pense, qui améliore largement la performance parce que psychologiquement, on se sent vraiment pousser des ailes. Sinon, il y a eu d'autres beaux moments. Notamment, j'ai eu un moment où, en fait, un moment très difficile où je pense que j'étais autour du 35e. Après, entre 37, 38, c'est des kilomètres où, en fait, vraiment, le temps passe lentement et on voit chaque kilomètre. Donc, en fait, chaque kilomètre est indiqué sur le bord de la course. On voit 1, 2, 3 jusqu'à 42. Au début, je les voyais même pas parce que j'étais tellement focalisé sur ma course que je regardais même pas le côté de la route. Et puis en fait, à partir du kilomètre 35, je les voyais à chaque fois. Donc 35, 36, 37, 38, 39. Et ils avaient l'air d'être de plus en plus espacés, alors qu'en fait, non. Et donc c'est des moments assez compliqués je dirais, entre le 38e et le 42e. C'est des kilomètres qui vraiment passent pas vite. Et c'est assez dur physiquement. Et là, j'ai vu en fait devant moi un coureur qui était en bonne forme, qui avait la peau bien bronzée, qui avait l'air d'être quelqu'un de très bien entraîné et qui avait un tatouage d'une tortue sur l'épaule. Et c'est l'animal totem de ma petite sœur. Donc j'ai pensé fort à elle à ce moment-là. Et puis ça m'a aussi offert un moment de magie un peu suspendu où j'étais presque dans un espace un peu différent à penser à elle, à profiter du moment, à planer un peu et voilà un beau moment de magie, encore une autre émotion complètement différente que je pensais pas ressentir, mais voilà ce genre de moment où
je pense que ça va rester de tomber sur ce tatouage à ce moment-là, ou en me disant, voilà, je continue, je reste dans ma course, et puis je profite du moment et j'essaie de savourer l'instant. C'était super ce moment-là. Il y a aussi beaucoup de moments plus légers avec des pancartes qu'on voit sur le parcours. Alors beaucoup de pancartes très drôles, pas toujours de très bon goût. Et puis aussi pas forcément intelligible. Moi, il y avait des mots en anglais que je comprenais pas. Le mot chaffing, par exemple. Je me suis dit, mais il y avait beaucoup de pancartes qui parlaient de nipples, donc les tétons. Je me suis dit, mais de quoi ils me parlent? Je savais pas ce que ça voulait dire. Enfin voilà, beaucoup de pancartes assez drôles. Le mythe des tétons aussi, parce qu'on on en entend pas mal parler de ce mythe des tétons qui saignent. J'avais anticipé le coup, hein. Je me suis dit, j'ai vraiment pas envie d'avoir des tétons ensanglantés sur la ligne d'arrivée. Alors déjà, on avait un t-shirt noir, donc ça c'était pas mal parce que ça couvre quand même pas mal. Mais en fait, à aucun moment j'ai eu la moindre sensation de friction sur mes tétons, ni aucun problème. J'ai pas eu besoin de mettre de pansement ou quoi que ce soit. Donc ça, je sais pas qui a fait cette expérience-là du téton qui saigne, mais moi j'ai eu la chance de pas avoir ce problème. J'avais aussi prévu le coup d'avoir des petites, des espèces de pansements pour les pieds en cas d'ampoule, ce genre de choses, mais j'en ai pas eu besoin. Pas d'arrêt aux toilettes non plus pendant la course, et ça j'étais bien content parce que j'ai vu des gens qui littéralement s'arrêtaient alors qu'ils avaient une bonne cadence et ils devaient faire la queue pour aller dans des toilettes de chantier en plastique. Et je me suis dit, mais quelle horreur, j'ai vraiment aucune envie de devoir m'arrêter. Donc moi, j'ai eu la chance d'y aller juste avant la course et sinon ensuite j'y suis pas allé. Et ça, c'est tout. En fait, on transpire tellement que on n'a pas besoin d'y aller. Donc ça, c'était aussi un soulagement. Sinon, je voulais vous parler un petit peu de l'après-course. Alors, comment ça se passe? Donc, on arrive, dès qu'on franchit l'arrivée, en fait, on a un espace où là, on peut marcher quelques pas, et puis assez rapidement, on nous remet la médaille autour du cou. Donc ça, c'est un moment un peu sympa. Et juste après ça, il y a des stands qu'on traverse. Et là, il y a beaucoup de gens qui nous donnent de la nourriture, de l'eau. Il y a des chips, tout ça, enfin, c'est gratuit, c'est inclus dans le prix du marathon. Et donc, on se retrouve à pouvoir vraiment récupérer d'un point de vue calorique juste après la course, si on a la chance de pouvoir encore être sur ses deux pieds et de pas avoir eu de problème de santé. Donc moi, je me suis trouvé un endroit au soleil et puis je me suis fait un sandwich et mes chips. J'étais vraiment bien parce que mine de rien, j'étais quand même très mouillé par l'eau. Donc, j'avais pas envie de rester à l'ombre. Je me suis trouvé un spot ensoleillé et puis j'ai rencontré une autre coureuse qui venait de finir aussi, puis on s'est posé tous les deux, on a déjeuné, on a pris notre sandwich, c'était très sympa. Et ensuite, elle m'a dit qu'elle allait enchaîner tout de suite sur un cold plunge. Alors elle, c'est une Canadienne, donc je me suis dit, non mais elle est complètement malade, moi j'avais aucune envie de faire le moindre effort. Elle me dit, ouais, je vais aller me baigner dans l'eau glacée du Pacifique cet après-midi. Donc moi, j'ai clairement pas accepté l'invitation. Mais sur le coup, je me suis dit, mais ouais, c'est pas forcément bête. Et apparemment, c'est vraiment conseillé de faire un bain glacé. Alors moi, j'ai vraiment pas eu la motivation, mais je l'ai fait en fait le lendemain matin. Donc étonnamment, en fait, je me suis senti assez, enfin pas si mal en fait. Le fait de rester debout après la course, je pouvais toujours marcher, je marchais lentement évidemment, mais j'avais pas de douleur intense. Et alors c'était assez marrant parce que je me suis gouré de place. En fait, le marathon disait on se retrouve tous après la course. On a reçu un mail qui nous disait de nous donner rendez-vous à la Victory Plaza, la place de la Victoire. Et en fait, quand j'ai regardé sur Google Maps, la Victory Plaza, il y en a deux. Il y en a une qui était donc celle vraiment juste après la ligne d'arrivée, qui était vraiment obvious, hein. Il y a que moi pour me planter sur ce genre de truc. Mais il y en avait une autre qui est à peut-être 10-15 minutes à pied de l'arrivée. Et là, c'est vraiment dans le quartier le plus craignos de Vancouver, où il y a tous les addicts au fentanyl. Et donc moi, évidemment, c'est là que j'ai donné rendez-vous à mes amis pour se retrouver. Donc en fait, je suis arrivé, donc il y avait personne du marathon qui est arrivé dans cette zone-là, puisque tout le monde est resté à la bonne place. Et moi, je suis allé à l'autre Victory Plaza, où il y a littéralement des sans-abri complètement éclatés au fentanyl partout dans la rue. Et alors, c'était assez comique, mais alors humour vraiment noir, puisque en fait, je marchais en boitillant un peu, avec donc évidemment ma médaille autour du cou, et puis tout le monde là-bas marche aussi avec des positions et en boitant. Donc en fait, on avait un peu la même démarche, sauf que d'un côté, il y avait
un jeune marathonien qui était tout fier de sa médaille, et de l'autre côté, il y avait des addicts au fentanyl complètement éclatés. Et il y a notamment un gars qui avait l'air pas trop éclaté, qui a eu une interaction avec moi pour me demander une photo. Et en fait, comme il a vu ma médaille, il a pensé que j'avais gagné la course. Donc il était comme un fou, il m'a dit, ah, on prend une photo ensemble. Il voulait avoir mon Insta et tout. Et donc, moment un peu gênant où j'essayais de lui expliquer que, en fait, on était plusieurs milliers à avoir eu une médaille. Et puis il me disait, il a compris qu'en fait, j'étais pas un sportif exceptionnel. Donc voilà, moi, c'est drôle où je me retrouve dans le quartier le plus craignos de Vancouver après la course. Et je me dis, mais où sont les autres? Bah, les autres étaient au bon endroit, évidemment. Voilà, et sinon, donc le cold plunge le lendemain matin, ça c'était vraiment un délice. Je recommande vraiment. Alors, les cold plunge, c'est pas toujours un plaisir, vraiment, on va pas se cacher. Mais là, il faisait magnifique, il faisait chaud. Donc le matin, il devait, peut-être c'était autour de 10 heures, et je suis allé me mettre à la plage de Locarno, dans l'eau qui devait être peut-être à 10 degrés, je pense. Je l'ai fait progressivement. D'abord, j'ai juste mis mes jambes, puis ensuite, je me suis immergé jusqu'à la nuque. Et franchement, c'était un moment extrêmement agréable, aucune souffrance, vraiment que du bonheur. Et j'étais entouré par la faune de Vancouver, puisqu'il y avait en fait des pêcheurs de crabes sur la plage à ce moment-là. J'avais jamais vu ça, mais il y a des espèces de petites cordelettes rouges espacées de peut-être d'une dizaine de mètres qui sont sur le sol, donc sur le sable, et qui vont jusque dans la mer. Et en fait, au bout de chacune de ces cordelettes rouges, il y a un piège à crabes. Et alors, je suis allé me renseigner après, je leur ai demandé, en fait, ils mettent un pignon de poulet, de préférence un pignon de poulet un peu ancien pour qu'il dégage une odeur assez forte. Et en fait, le pignon de poulet, donc sous l'eau, attire les crabes. Donc tous les crabes viennent et puis régulièrement ils tirent leur piège et puis ils ramassent des gros crabes. Et ils ne gardent que les plus gros. Et évidemment, ça fait venir tous les oiseaux du coin. Donc il y avait plein de mouettes. Il y a même un aigle qui est venu un moment. Donc il y avait plein de mouettes qui s'intéressaient à ce business, puisque quand les crabes sont trop petits, ils les relâchent dans l'eau. Donc les mouettes se précipitent pour choper les crabos. Et puis ça rameutait même des phoques. Donc il y a deux phoques qui sont venus pour essayer de choper le poulet aussi. Donc moi j'étais en fait dans l'eau glacée, la seule personne qui n'était pas intéressée par le poulet, mais tout le monde autour de moi était focus sur le pignon de poulet. Et donc je leur ai quand même demandé si je pouvais aller dans l'eau, si c'était safe avant de me baigner, mais apparemment ouais il y avait aucun problème. Ils m'ont dit ouais t'inquiète pas, on est là tous les jours, on chope nos crabes tous les jours, donc ouais fais-toi plaisir. Et puis on a partagé cette petite espace de Pacifique entre phoques, chasseurs de crabes, pêcheurs de crabes, et puis jeunes marathoniens. Donc encore un moment très sympa le lendemain matin. Et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien puisque ça détend vachement. Et donc ensuite, je marchais toujours lentement, mais maintenant je marche sans problème. Alors même après la deuxième nuit, je continue à quand même bien sentir mes jambes, mais je marche quand même encore doucement. Donc on sent que c'est quand même un effort physique assez intense sur le corps. Et moi personnellement, là je pense que il me faut encore une bonne nuit de sommeil pour pouvoir être complètement rétabli. Donc compter au moins 2, 3 jours de marche lente après un marathon. Et sinon, je voulais vous donner un peu les meilleurs conseils que je donnerais après cette expérience à chaud. Alors la première, je dirais, le premier conseil, je dirais d'aller faire la course en repérage. Moi, ça m'a beaucoup aidé et je l'ai fait qu'une seule fois en fait. Donc j'ai régulièrement couru en fait le long du seawall, donc c'était des portions du marathon, mais vraiment de faire le début en fait. Vraiment partir au début du marathon pour faire le marathon sur toute sa longueur. Alors pas forcément en une fois, mais enfin même de préférence pas en une fois, mais vraiment en fait de repérer tout le début de la course avec les virages, les choses comme ça. Moi, ça m'a beaucoup aidé et j'étais très content de l'avoir fait. Je l'ai fait peut-être 2, 3 semaines avant la course. Donc ça, vraiment, si vous avez eu l'occasion de le faire, faites-le. J'ai entendu pas mal de gens pendant la course qui étaient pas forcément des gens qui habitaient à Vancouver et qui disaient que bah, forcément, il y a l'effet de surprise où on se dit, ah, mais là, il y a encore une montée, il y a encore ça. Donc quand on a la course en tête, évidemment, on n'a pas cet effet de surprise et je pense que ça aide beaucoup à se gérer. La dernière semaine, personnellement, j'ai fait aucune course, quasiment aucun effort, mais par contre, j'ai fait de la marche. Donc ça, je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé parce que je suis arrivé assez frais physiquement, où j'étais pas, enfin, à part le 10 km de vélo juste avant. Mais sinon, j'étais pas fatigué du tout physiquement au moment de commencer. Donc ça, je pense que je le referai. C'est-à-dire la dernière semaine, en fait, faire de la marche, mais faire aucune session de course. Euh,
Sinon, l'autre conseil que je donnerais, ce serait peut-être de tester les chaussures. Ça, je sais que j'ai couru assez longtemps avec des chaussures qui étaient un peu trop petites pour moi et j'ai été très content en fait de tester d'autres chaussures pour comparer. Et au moment où j'ai testé les autres chaussures, bah, je me suis dit ah ouais, mais ça fait une énorme différence en fait. Donc, même si vous aimez vos chaussures, je dirais, faites juste le test pour voir une fois, et vous allez peut-être vous rendre compte que elles sont pas si optimales. Donc moi, ça a fait une grosse différence. Donc j'étais très content de passer à une chaussure, bah, pour le coup, qui était à ma taille et qui était beaucoup plus agréable. Donc vraiment, vraiment bien. Et puis, comme je le disais au début aussi, de bien choisir son groupe de départ. Donc, personnellement, la prochaine fois, je pense plutôt choisir un groupe qui sera probablement un peu au milieu du peloton avec un objectif autour de 3h30. Ça permet en fait dès le début de pas perdre trop de temps à doubler les gens, etc. Donc ça pourrait être une bonne option. Et il y a le marathon de Victoria, donc Victoria qui est une ville qui est vraiment pas très loin de Vancouver. On peut même y aller en hydravion, je crois qu'on est à même pas 30 minutes. Sinon, on peut aussi aller en bateau, en bus et en bateau. Donc c'est une ville qui est vraiment pas loin et qui est très magnifique, qui a aussi un parcours de marathon à couper le souffle et qui organise chaque année un marathon au mois d'octobre. En plus, c'est souvent des très belles météos, donc c'est encore un peu des températures agréables où il fait pas trop chaud, pas trop froid et puis c'est des magnifiques couleurs. Donc je pense que je vais me laisser tenter par cette expérience-là en octobre prochain et puis essayer d'améliorer mon score et pourquoi pas de passer sous la barre des 3h30, ce serait super. Bah voilà pour ce petit retour à chaud du marathon. J'espère que ce sera utile aux aventuriers qui ont envie de se lancer dans cet objectif. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un invité. Bonne fin de journée à toutes et à tous et à la prochaine. Bye.